François Bon, 1925-2025, une année entière avec Howard Phillips Lovecraft, dans une année si charnière de sa vie, de sa courte vie, puisqu'il décède en mars 1937 à l'âge de 46 ans à Providence. Il a donc 34 ans. Il publie de la fiction depuis bientôt 12 ans, tout un ensemble de textes brefs qu'il reprend maintenant qu'il y a la possibilité de les publier ailleurs que dans les petites revues amateurs. 3 sont déjà parus cette année dans ce très récent magazine en plein essor qui s'appelle Weird Tales. Une année de bascule parce qu'il s'est marié donc avec Sonia Green, mais les difficultés financières et de santé font que Sonia est pour la plupart du temps absente de New York et que lui s'est réfugié dans un petit studio à $8 la semaine dans le quartier populaire de Brooklyn à Clinton Heights. Et le gros là de l'activité, c'est les Kalem Clubs, une suite donc c'est variable entre 6 et 8, mais selon que les initiales du nom, comme Kirk et Kleiner, commencent par K, selon qu'elles commencent par L, comme Loveman ou Lovecraft, sans oublier Arthur Leeds, dont on va reparler tout bientôt, ou M, comme James Morton. Il y a aussi Frank Belknap Long. Ils se réunissent en principe 2 fois par mois, mais se voient quasiment tous les jours, surtout que tout ce petit monde-là a comme centre de gravité Brooklyn et que George Kirk habite juste au-dessus de chez Howard Phillips Lovecraft. On est donc le 4 avril, pour eux c'est un samedi, pour nous un vendredi, toujours une journée de décalage. Et comme on a beaucoup de choses à se dire, inversement peut-être même proportionnel à ce qu'ils vont faire. Oui, parce que vous avez remarqué depuis quelques jours, on est dans une phase où Lovecraft commence, enfin, direz-vous, à se recentrer un petit peu sur lecture, écriture et un peu moins de vie sociale. Ça tient aussi tout simplement au fait que le budget est beaucoup plus serré, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Ordi. Et comme toujours, donc le carnet, ce même carnet 1925 numérisé par la Brown University, puisque tous les manuscrits de Lovecraft y sont déposés à la John Hay Library. Il y a juste 2 ans, 3 ans maintenant que ce carnet dispose là comme outil de travail d'une numérisation de très 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 bonne qualité. On termine cette semaine à cheval sur mars et avril. Et ce samedi 4, il se passe quoi d'exceptionnel ? Exceptionnel, c'est que Up Early, Monsieur s'est levé tôt. Monsieur s'est levé tôt parce qu'il a rendez-vous avec Frank Belknap Long. Cette famille, le père est dentiste à Manhattan. Lui, Belknap, essaye de se faire un chemin comme il peut par des articles de critique littéraire, des fictions. Ce ne sera jamais le destin de Lovecraft, mais avec 10 ans de moins, il l'appelle fiston, Sonny, ou mon petit-fils. Il en a 2, Alfred Galpin. Et donc, Frank Belknap Long, il est souvent reçu dans la famille. Ça permet quelques bons repas le midi, mais visiblement, c'est une amitié, de toute façon, qui va durer toute sa vie. Et chaque fois, on dit toujours « Ouais, Lovecraft, quand il s'enfuit de New York en janvier 1926. » Waouh, 6 janvier 1926. Pour nous, ici, au bout du 370e envoi de PDF, ce PDF auquel vous êtes abonné, bien sûr. Enfin, abonné, non, c'est une inscription, mais c'est juste pour le recevoir chaque matin dans votre boîte mail, ce qui change complètement l'expérience. Mais vous le savez, si vous êtes ici, c'est que vous le recevez, ce PDF. Donc le 6 janvier 1926, au bout du 370e envoi, Lovecraft repartira à Providence et moi je partirai en vacances. Peut-être même à Providence, justement. Il y a longtemps que je ne suis pas allé, ça me manque. Pourquoi Frank Belknap Long le rejoint à Brooklyn ? Parce qu'ils veulent aller faire une petite tournée de bouquinistes, donc par Fulton Street, là où ils sont, la grande artère de Brooklyn, et ils vont aller se balader à Prospect Park, peut-être parce qu'il fait beau et qu'on est samedi. Ça, on ne le saura pas. On a comme appui, on va y aller tout de suite voir
les lettres à ses deux tantes, Lillian et Annie Gamwell, édité par Yoshi. Donc tout récemment, pour compléter l'édition de 2003, celle-ci est beaucoup plus complète, toujours Esti Yoshi et David Hay Schultz. C'est chez Hippocampus Press. Merci Derek Hussey, fidèle, qui nous a produit là, petit à petit ces 10 dernières années, tout ce monument de la correspondance de Lovecraft, c'est-à-dire qu'on n'ajoute rien aux descriptifs, aux transcriptions de Esti Yoshi, mais on les interroge littérairement et un peu plus. Encore que là, un peu plus, c'est toujours ce qui définit, non? La littérature. On revient. Donc, promenade à Prospect Park, vous savez qu'il y est allé il y a un dimanche, peut-être 2 dimanches. Il est allé, par exemple, à ce vieux cimetière qui est quasi secret, et là dans le fond même de Prospect Park, peut-être c'est ça qu'il veut montrer à Belknap Long, Prospect Park, ce grand parc urbain là, au milieu de Brooklyn. C'est aussi pour Lovecraft un lieu, à mesure que le temps s'améliore, de lecture et d'écriture. Il a toujours eu ce rapport à la lecture et l'écriture en extérieur. On revient à Brooklyn Heights, on commence à avoir 10 km dans les pattes. Et ce mot snuff, on l'a vu l'autre jour avec Snuff Box à propos de Loveman, qui n'est pas fumeur non plus, mais Belknap Long est fumeur, Kirk est fumeur, quelquefois même Lovecraft aussi leur offre un cigare, leur ramène là de quoi nourrir le vice, mais lui, il fume pas snuff, ça veut dire que il doit y en avoir dans la chambre et c'est pas forcément facile d'aérer. Belknap repart et là commence le jeu de Ludion. Il écrit ce mot write qui devient sempiternel, mais qu'est-ce qu'il écrit Lovecraft? Hier j'ai lu quelques petits bouts là, du Commonplace Book. Évidemment, s'il n'y avait pas derrière cette levée d'imaginaire avec tous ces souterrains, ces êtres étranges, on ne serait pas là à s'occuper de la vie de Lovecraft et ses copains. George Kirk, le voisin, eh bien, il revient et repart. Non, mais franchement, c'est un événement historique. Pour Lovecraft, oui. C'est-à-dire, il y a cette espèce de veille scrupuleuse. C'est comme une école littéraire. C'est comme Baudelaire, Gautier, là, quand ils étaient dans l'île Saint-Louis. On tient le registre de l'activité de ces messieurs en tant que ce Calem Club devient une entité littéraire en tant que telle. Pourquoi? Parce que aucun d'entre eux, en tout cas, Loveman commence, mais ni Kirk, ni Belknap Long, ni Lovecraft lui-même, qui n'a jamais publié de livre de son vivant, toujours sans souvenir, n'en dispose pas. Donc, voilà, Kirk est venu et il est reparti. Vous êtes content de le savoir? Moi aussi. Mais je respecte, on déchiffre. Et puis, Wright, Kirk qui passe, alors ensuite, Wright, Dinner, on va tout de suite aller bifurquer là-dessus, Wright, arrive Reinhard Kleiner et Samuel Loveman, qui habitent Loveman pas très loin du Brooklyn City Hall, là justement vers Fulton Street, et Kleiner, qui vit lui dans un autre quartier plutôt pauvre de Brooklyn, encore tout en haut, et de là il fait chaque matin le chemin pour aller à son boulot humble de bureau sur Manhattan. Donc on est le soir, Kleiner et Loveman arrivent. Right for SL, là, on a souvent dans les lettres des allusions à ça, que ce soit pour Belknap Long, que ce soit pour son copain C.M. Eddy de Providence. Et là, pour Samuel Loveman, qui pour Lovecraft était une référence avant de venir à New York, quoiqu'ils aient quasiment le même âge, Lovecraft qui plus tard fera des corrections, des révisions, mais dont c'est l'activité aussi dans le journal de l'association, dans la parution annuelle qu'il prépare pour juillet de l'association des journalistes amateurs, quand l'un ou l'autre, Belknap ou Loveman ou les autres, ont un texte à publier. On vient voir Grandpa Theobald, on s'installe pour lire, relire, corriger, réviser, et Write for Loveman, probablement, c'est ça.
On a bien mérité d'aller au Tiffany, et probablement aussi c'est Loveman qui a bénéficié du travail de correction-révision, mais quel plaisir pour Lovecraft que cette instance-là de publication soit collective. On va à la cafétéria Tiffany, qui est juste en dessous. En plus, il aime beaucoup les chats qu'il y a. On revient avec George Kirk, évidemment, puisqu'ils habitent. Et puis, Wright, le mot Wright. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va tout de suite, là, dans le PDF du jour. Le PDF avec, évidemment, en première page, je m'amuse maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est devenu une sorte de rituel le matin, c'est-à-dire que j'ouvre là ce facsimilé, je le saisis avec une petite pince là pour le déposer dans mon fichier. Donc c'est le facsimilé, mais le champ opératoire, séparé des autres occurrences du journal. Je le dispose en tête, ce qui me laisse, là, envoi 92, 4 avril 1925, un premier espace qui est ici. Et ouais, tu te dis, tu vas mettre quoi dans ton blanc? Tu vas mettre quoi dans ta une? Et miraculeusement, ça vient, vous allez voir. Le cœur de ce PDF, qui est évidemment la transcription précise, souvent en accord avec S.T. Yoshi, c'est très 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 étonnant, c'est vraiment exceptionnellement rare qu'on ait là des petites choses à préciser. Ce que j'appelle le dépli, c'est-à-dire arrivée de Belknap, je le rejoins pour Bouquiniste, puis Prospect Park, là, il faut que je change, c'est pas je le rejoins. Arrivée de Belknap, on part en balade bouquiniste, puis Prospect Park, retour Brooklyn Heights, ça tabagiste, 9, puis s'en va, j'écris, Kirk revient et passe, j'écris, Kellner et Loveman montent, j'écris, on va chez Kirk, j'écris, travail, révision pour Loveman. Oui. À ça me sert aussi la vidéo. Je fais une espèce de mise en place, là, on colle tout, et bien ensuite, allez, on en parle ensemble. Et le fait là, que ce soit en parler ensemble, là, t'arrives, oh mais attends, c'est le temps qu'on y passe. Alors, les lettres, on dispose de lettres. Si je reviens au journal une seconde, on a vu que le 2 avril, il avait terminé cette lettre à Liliane. Il y avait eu ce petit moment presque miraculeux où la lettre se terminait. Il écrivait qu'il était en train d'écrire à Liliane. Il écrivait qu'il allait partir poster la lettre à Liliane. Il écrivait. Donc on a les deux temps qui se rejoignent. Et la suite, ce sera quand reviendra le temps d'une lettre à Liliane. Et c'est le 11 avril. Wright, Liliane, Clark, avec 4 petites bifures, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que le journal, là, cette fois, une part de journal, ce qui est du 2 au 6 avril, ce sera dans la lettre à Annie, et elle est perdue. Alors, en l'absence de cette lettre intermédiaire à Annie Gamwell, c'est comme ça, et peu probable que maintenant nous parviennent des documents neufs. C'est cette lettre du 11 avril que j'ai été voir. 2 passages. Un passage en une là, du PDF et un passage dans le corps du dépli. Il revient sur ces questions alimentaires. Pour ce qui est de mon programme, vous savez que la dernière fois, il lui a expliqué comment il prenait une boîte de haricots, il versait le jus là, dans une tasse avec une petite soucoupe par-dessus, et que ça lui faisait 2 ou 3 repas, et la tante a dû lui faire quelques remontrances. Et là, je découvre le mot « bosh », B-O-S-H. Alors, il faudrait dire « oh là là », ou il faudrait dire « wesh ». Non, on dit « bosh ». B-O-S-H, et moi, maintenant, je vais le dire dans mon vocabulaire courant. Pour ce qui est de mon programme alimentaire, bosh, mais je mange assez. Il suffit de prendre une miche de pain de taille moyenne, de la couper en 4 parties égales et d'ajouter à chacune d'elles sa canette taille moyenne de haricots Heinz, la marque de ketchup qui existe toujours, et un bon morceau, un godly chunk de fromage qu'il achète par demi-livre. Si le résultat n'est pas un quota de nourriture suffisant pour un vieux gentleman, je démissionnerai du comité diététique de la Société des Nations. C'est ça le plaisir de ces lettres. Oui, c'est aussi ça, Lovecraft.
Il ne coûte que 8 cents. Mais ne vous laissez pas impressionner par ce prix. Et là, j'adore cette phrase. C'est de la nourriture c'est parfaitement bonne. Beaucoup de Chinois vigoureux vivent avec beaucoup moins. Le voilà transformé en vieux Chinois, notre Lovecraft. Bien sûr, de temps en temps, je varierai. Alors la tante va dire, si tu manges que des haricots, c'est pas un plat de viande. Il faut de la viande. Alors bien sûr, je varierai le plat de viande en remplaçant les haricots par des spaghettis en boîte. Faire cuire des nouilles, c'est compliqué. Du ragoût de bœuf, du corned beef, la diététique Lovecraft, etc., etc., etc. Et de temps en temps, j'ajouterai un dessert composé de cookies ou de quelque chose de ce genre. Pourquoi pas des fruits? De même, je prendrai probablement un repas au restaurant 1 ou 2 fois par semaine, si l'occasion l'exige, chez Johnson's ou à l'automate. Et ça me coûte environ 25 cents. Alors, vous regardez le carnet ou la compile mensuelle des PDF, parce que c'est facile de se balader. La celle de mars arrive, notre 3e compile mensuelle. Johnson's ou l'automate, ça revient un peu plus souvent qu'une fois ou 2 par semaine. Il me serait plus coûteux. Alors ensuite, il y a une autre discussion latente. Tu veux pas que je t'envoie une boîte de pain qui devait être dans leur appartement commun à Providence? Et lui, non, parce que si on l'expédie, ça coûtera plus cher. Et il vient de s'acheter pour 75 cents, on a tous les comptes, une belle boîte carrée, émaillée, blanche, avec un couvercle à charnière et un fermoir qu'il garde sur l'étagère de l'alcôve. Pourquoi? Hors de portée des rongeurs. Et ça, on a dans cette lettre du 11 avril concernant cette semaine-là, en ce moment, tout d'un coup, la guerre épique de Lovecraft contre les souris. C'est quoi sa guerre? Hors de portée des rongeurs. C'est qu'il y a ce studio qui est en angle avec une fenêtre ici, 2 fenêtres sur cette face, sa table de travail, le canapé. De chaque côté, derrière, de part et d'autre du canapé, il y a 2 petites alcôves. Une qui sert là-bas, il y a la bassine pour se laver. Est-ce qu'il y a un robinet? Probablement, je pense. C'est même pas sûr qu'on n'aille pas chercher l'eau. Là, dans le couloir, en tout cas, il n'y a pas de toilette ni quoi que ce soit de cet ordre, mais c'est là où on conserve aussi la nourriture, l'autre alcôve étant plutôt pour les fringues et les choses à rotation lente. Pour ces derniers, pour les rongeurs, je pense que je vais continuer à utiliser les boîtes plates à 5 cents recommandées par Kirk. Alors ces boîtes, vous les verrez, j'ai retrouvé là une publicité 1925 là, de vente par correspondance là, de ces pièges à rongeurs. Pourquoi une boîte carrée? Parce que si on prend une tapette, vous mettez un petit bout de fromage, vous relevez le ressort, vous coincez le petit truc et la bestiole, poc! Eh oui, mais dans ce cas-là, quand vous revenez le matin, vous soulevez la tapette, vous prenez la souris, là, il faut la lever, la décoincer, et puis, progressivement, vous l'emmenez et vous vous en débarrassez. Tandis que la petite boîte à 5 cents, la souris, elle entre dedans, c'est fini. Hop, elle ne peut plus sortir. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous coûte 5 cents, d'accord? Mais vous prenez la boîte avec encore la bestiole dedans, et ça, hop là, vous allez le balancer dans l'égout, ou bien où vous voulez, vous n'avez pas à toucher la souris. Et moi, petit clin d'œil, parce que en 2015, quand j'avais eu là, cette idée d'aller travailler sur les manuscrits de Lovecraft, principalement donc ce journal 1925 qui me tarabustait, parce que nulle part en littérature j'avais vu ça, qu'on dispose pour un écrivain d'un tel relevé au jour le jour. J'avais pu disposer là d'un truc qui s'appelle Mission Stendhal, je crois que ça a été récemment rebaptisé. Oh, ça te paye pas lourd, ça te paye 2000, mais 2000, tu as quand même l'avion aller-retour, et là-dessus, tu peux te payer un loyer. Bon, évidemment, tu rajoutes de ta poche largement plus, mais ça m'avait permis ces 2 mois à Providence. Merci, la bourse Mission Stendhal. Et trouver un logement à Providence. Je connaissais Cole Svensson. Cole Svensson qui travaille au département Creative Writing de la Brown, qui est évidemment une chose... Waouh!
c'est haut dans la hiérarchie, mais Cole m'avait reçu très gentiment, avait fait circuler l'info, et m'avait mis en relation avec une étudiante qui s'appelait Sarah, qui s'appelle toujours Sarah. Maintenant, elle continue, elle découvre la rudesse du travail d'auteur débutant, pigiste, et tout ça. Ça lui ferait du bien, d'ailleurs, Sarah, de lire un peu ce 1925. Et qui, justement, parce qu'elle était du New Jersey, mais étudiante là, au département Creative Writing, ça l'arrangeait bien de sous-louer son petit studio. Ce que je ne savais pas, c'est, hop là, l'adresse. On s'est retrouvé Angel Street, pile, là, à un carrefour. Je crois que c'était Broome Street, Angel Street, peut-être pas la Broome, peut-être un peu plus loin. En tout cas, cet angle de rue, pile en face du 494, où était avant la maison du grand-père. C'était parfaitement étonnant là, de se retrouver à regarder. Évidemment, c'est la maison familiale du grand-père Whipple Phillips a été démolie, remplacée d'une espèce d'institut allemand là, d'études quelconques. Mais tu voyais ce fantôme et tu déambulais Angel Street. Et figurez-vous que dans la cuisine, je me suis très vite aperçu qu'on avait des souris et qu'il a fallu que j'aille moi aussi à la quincaillerie chercher un piège à souris. Je me suis retrouvé en plein dans cette lettre. Bon, mais ça ne correspond pas. Allez, on continue. Alors, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Écrire. Il y a dans la lettre du 11, d'abord, vous savez que la semaine dernière, il y avait une toute petite énigme. Le 26, il se fait faire sa découpe en ombre chinoise par un jeune artiste qui s'appelle Hiji Perry. Et le 29, ils y retournent avec Kleiner, au moins, et se font faire de nouveau 2 découpes en ombre chinoise. Il y retournera au mois de juin pour en avoir une de Sonia. Et là, je me dis, mais pourquoi on en a une du 29, une du 26 ? Oui, mais parce qu'il y en avait une qu'il a expédiée à la tante Liliane. Et là, on a un développement sur... Alors, généralité. Ouais, j'avais à l'idée que ces silhouettes, il appelle ça silhouettes, reviendraient au goût du jour. Elles ont certainement le vernis de la tradition. On peut difficilement imaginer un salon ou une chambre début du 19e sans plusieurs d'entre elles, la plupart dans des cadres ovales. Vous savez, Edgar Poe, le portrait ovale. Mieux vaut attendre d'en avoir plusieurs, une de vous-même, une de l'autre tante, Annie Gamwell, et notation surprenante, une de Whipple Phillips, une du grand-père, d'après son dernier portrait. On pourrait se dire qu'à la limite, puisqu'il y a les tantes Liliane, la tante Annie, et qu'il dispose de portraits de sa mère, il aurait pu faire un portrait de sa mère, et on aurait eu les 3 sœurs. Non, il faut la figure d'autorité, ça sera... On demandera à Perry de faire là le découpage du grand-père d'après une photo. Voilà pour Silhouette. Et par contre, il y a cette phrase. « Je suis heureux que vous l'aimiez, la silhouette. » Donc la découpe de son propre profil, celle qu'on a toujours, qui a été sauvée, protégée de Lovecraft par Perry. « Je suis heureux que vous aimiez la silhouette. » Qui est certainement intelligente pour le travail d'un gros nègre. Fat, buck, nigger. Prenez ça dans la gueule. Lovecraft, ça ne se prend pas au détail. Et là, on va tenter de se rattraper avec les articles du New York Times. Et j'avais aussi repris un passage de Kirk. Alors, Kirk, aujourd'hui, n'est pas là. On le voit juste passer. J'ai retrouvé une lettre toujours, je reprends ça, une lettre du 22 août dernier. Et il se passe ça dans les lettres de Kirk, au début, il parle beaucoup de Lovecraft, du début de son amitié avec Lovecraft. Ensuite, je pense que Lucille, il y a une réticence. Elle n'aime pas trop le voir tout le temps fourré, toutes les nuits, faire toutes ces grandes marches avec ce type qui parle tout le temps. Et donc, Kirk mettra la pédale douce. Et là, je vous ai recopié. Je t'ai dit comment Lovecraft est fou du 18e. C'est aussi parce que là, on avait une petite discussion en ligne. Un des abonnés, ben oui, inscrivez-vous pour les recevoir. C'est aussi tout ce qu'on discute ensemble là-dessus. Venez, participez avec nous. Et il disait, ouais, mais le Lovecraft, l'univers imaginaire de Lovecraft, il est où? Ben oui, mais l'univers imaginaire de Lovecraft, c'est... Lovecraft est fou du 18e, mais aussi son goût pour l'ancienne architecture coloniale américaine, son mobilier,
Quoique je ne me sente aucune pulsion spéciale, ni pour l'un ni pour l'autre. Pas besoin de te prouver, à toi qui me connais si bien. Mais j'apprécie tellement la compagnie de Howard. J'aimerais te faire partager ces impressions comme elles se forgent pour le vieux haricot que je suis, et comme un pauvre vieil homme qui est debout sur ses pieds depuis plus de 26 heures et va en enchaîner 17 autres. Je reconnais que j'avais déjà vu de ces maisons coloniales, mais jamais rien éprouvé pour elles. Mais l'enthousiasme de Howard, l'âge et le roman qu'on suppose à ces maisons, passage à l'imaginaire, pensez à Rêve dans la maison de la sorcière et tant d'autres. Progressivement, je reconnais les styles, lente prise de conscience d'une beauté qui me parviendrait comme lent et subtil parfum des maisons qui ont traversé la Révolution, des maisons comme celles où ont vécu Washington, Hamilton et d'autres, etc., etc. Ça, je voulais vous le mettre. Et puis maintenant, eh bien, la revue de presse. Important aussi, vous allez voir, on va se régaler. Alors, le journal, on va y aller voir, bien sûr. Je vais me dire, dis donc, il n'est pas gros ton article aujourd'hui. Oui, j'ai juste pris ce tout petit carré. Et évidemment, ça fait juste quelques lignes, mais je vais me rattraper juste ensuite parce que j'avais 2 articles. Et celui-ci, je voulais quand même. C'est un type qui se fait repérer parce que on avait affecté à un caissier qui transporte la paye, qui transporte les fonds. On est dans la ville de Plaquemine, New Jersey. Ce caissier, on lui avait donné une escorte. Il s'appelait Charles B. Higgins. On a toujours tous les noms, c'est ça qui est merveilleux pour voir ressurgir là, cette vie collective, ce grouillement de foule. On lui avait donné 2 policiers, un qui s'appelait Robert Coyle et un autre qui s'appelait John Greg Ozivier. Et vous savez qu'à chaque fois, c'est des types qui ne sont pas lourds payés. Et là, il fallait simplement qu'ils accompagnent le caissier de la banque à son usine, on peut supposer, avec $6,000 dans sa sacoche. Et il voit un type bizarre. Il le voit une fois, il le voit 2 fois. Il décide de l'interpeller. Le type monte dans une bagnole et une Buick. On découvrira aussi que c'est une Buick volée. Mais dans l'altercation qui suit, un des policiers, Coyle, se prend un coup de pistolet en plein visage. Le voleur présumé, Daniel Genese, c'est beau, magnifique. Mais attendez, c'est toujours attention, c'est lui qui est en cause là. C'est le pauvre type qui en prend plein la gueule. C'est un jeune policier qui débute, qui a 2 enfants. Lui, il dit que dans l'altercation, c'est l'autre policier qui a sorti son pistolet et que lui, il a poussé le truc et le coup est parti dans la tête de l'autre. Et non, le tribunal jugera que c'est lui, Daniel Genese, qui est responsable du coup de feu et a été condamné à mort. On vient de lui dire aujourd'hui que non, son appel était refusé. Malgré la condamnation à mort, l'inculpé a dormi calmement la nuit dernière après avoir rencontré ses avocats. Il a déclaré aujourd'hui que, même innocent du meurtre dont on l'accuse, il marcherait résolument vers la chaise électrique qui était préparée à la mort. Juste ce tout petit truc, comme ça, pas plus. Et si j'en mets un deuxième... Alors, peut-être qu'on va y revenir dans une minute. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans notre journal? Bien sûr que la saison de la pêche à la truite ouvre. Ça méritait quand même qu'on fasse notre petit copie-écran, qu'on l'installe à la Johns Hopkins à Baltimore. C'est Johns Hopkins, c'est la seule fac qui m'a reçu. Merci, quel souvenir. Pendant une semaine, on avait les journées libres et puis le soir, on se retrouvait avec 20, 25 étudiants ou doctorants ou enseignants. Et on faisait de l'écriture. Je me souviens de séances à Artaud. C'est la première fois où je voyais des groupes de 20 et où le seul outil, c'était le téléphone. Moi, évidemment, je n'étais pas très préparé à ça, mais on a... Quel souvenir. Mais là, il y en a un dans un labo scientifique, vous savez, l'air liquide. Vous comprimez, et puis... Ah ouais, mais l'air liquide, l'azote liquide, elle est à moins 160. Et lui, il avait ce truc, dit, tu vas voir, si c'est de l'air, bien sûr c'est liquide, mais si je le mets dans ma bouche, ça réchauffe, et ça redevient de l'air. Eh ouais, mon gars. Mais comment il s'appelait? Joseph Phillips. Ça s'est pas si bien passé que ça pour lui. J'ai 2 articles pour moi
important. Avant, oui, à Buffalo, on décide de la construction d'une nouvelle turbine sur les chutes de Niagara. Niagara étant la ville, ouais, c'est aussi la rivière Niagara, mais on dit jamais chute du Niagara. On dit Niagara Falls. Les chutes Niagara, on décide à Buffalo d'installer côté américain une troisième turbine. Ben, elle est toujours là. Au Texas, c'est une association pour l'avancement, une association pour le progrès des colored people. Association of Advancement of Colored People. Les mots sont importants. Lance une action en justice sur un fait de ségrégation. On est au Texas. National Secretary declares it violates Constitution. Federal Court says no. C'est-à-dire que la Cour fédérale, là, par exemple, cette élection au Wisconsin, là, qui est la première fois que ce cher Elon Musk vient de se casser les dents. Et à quoi ça sert la Cour fédérale d'un État? Eh bien, au Texas, elle vient là de dire que cette revendication de l'Association pour l'Advancement of Colored Peoples, qui avait été refusée par le secrétariat d'État, oui, elle est valide et défendable. Donc on voit ces trucs. Attendez, on est quand même 40 ans avant, en 1963, et Martin Luther King. Mais ce marqueur-là, pour moi, important. Et quand vous voyez dans le Times, c'est quoi le titre? Advancement of Colored Peoples? Non, Negroes. Et là, on a encore, bon, un type, c'est pas très reluisant non plus, on est dans Harlem, et ce type envoie des lettres écrites à la main à une famille, dire toute la famille sera morte si vous ne me payez pas $500. Et évidemment, il se fait choper, et tant mieux, mais là encore, le titre, menace de mort envoyée avec une demande de $500, Negro is arrested on blackmail. Et ça, je voulais le mettre en lien aussi. Attendez, ça n'enlève rien, ça ne décharge rien. La phrase de Lovecraft sur ce Perry, qui fait en pleine rue, à Manhattan, les petites découpes chinoises, c'est pur. Mais c'est l'époque qui s'ébroue lentement et qui n'est pas capable de renverser ça. Alors j'ai pris aussi Business Records parce qu'on a la liste de toutes les faillites de la semaine. C'est une publication obligatoire. Shipping and Mails, ça me fait toujours rêver de voir d'où partent et d'où reviennent les grands bateaux. Celui de Southampton, celui de Bordeaux, celui de Trieste, celui d'Anvers, celui de San Pedro, celui de Rotterdam, de Boston, d'Anvers, de Beaton, de Cardenas, de Ketka, je ne sais pas où c'est, Ketka, de Porto Tarafa, de Petras, j'ai pris un ferry une fois à Petras, ou bien de Jacksonville, de Philadelphia, de Baltimore, toute cette circulation, New York-Philadelphie, New York-Baltimore, qui se passe aussi par bateau, et pareil pour ceux qui rentrent, et une autre photo prise à une série d'Alfred Stieglitz, celle-là est de 1915, ça s'appelle From My Window. C'est qu'il vivait dans ce Shelton Hotel à Manhattan. Et là, pour moi, ce qu'il y a de magnifique ici, c'est que ces bâtiments avec ces fenêtres comme ça, on est en pleine nuit. La lampe de Lovecraft, elle reste allumée toute la nuit. Juste ça. Et pour finir, donc, je vous dis, il était très court, le petit article que j'ai mis là sur ce type condamné à mort et qui accepte la chaise électrique tout en se revendiquant innocent. Je vous le lis. Dead woman's name lost in hot mix-up. Annexe. Honte de la mort perdue. La confusion a commencé lorsque deux patientes portant des noms similaires se sont retrouvées dans le même service. Les responsables de l'hôpital Bellevue et les inspecteurs du bureau des personnes disparues tentaient hier d'éclaircir un enchevêtrement d'identités concernant deux patientes de l'hôpital Bellevue, dont l'une est décédée le 1er avril. Oui, mais vous allez voir, c'est pas une vanne. Toutes deux avaient occupé des lits voisins dans le pavillon 59. Et l'affaire s'est encore compliquée d'une fête de similitude de noms. Madame Catherine O'Donnell, 68 ans, du 51 East 128e rue, cuisinière de profession, a été amenée à Bellevue le 25 mars, souffrant d'une complication de maladie.
sans précision. Elle a indiqué comme amie la plus proche sa logeuse, Madame Owen W. Ligon, on va la voir dans le récit plus tard, a été admise aux urgences psychiatriques. Le 29 mars, donc 4 jours plus tard, une femme se présentant comme Catherine MacDonald, âgée de 60 ans, a aussi été admise dans le même service. Elle avait été amenée depuis Grand Central à l'hôpital et on a dit qu'elle souffrait de délire. Elle a indiqué une adresse à Brantford, Ontario, Canada. Sa plus proche parente, dit-elle, était une sœur, Madame T.H. Preston de Brantford. Sa dernière adresse, dit-elle au médecin, était l'hôtel Gimbel à Springfield, Springfield qu'on a vu hier, puisque le Kerr qui y était passé. Mais elle n'était pas en mesure de dire dans quel état se trouvait cette ville. L'état, c'est le Connecticut. Dès que Mme MacDonald a été hospitalisée, le bureau des personnes disparues a été prévenu. Ça aussi, c'est toute cette administration, cette bureaucratie qui nous permet, là, qui nous autorise à remonter dans ce genre de faits divers. L'inspecteur Gisselbrecht a pris contact avec des membres de la famille et sa sœur a été priée de venir à New York. Elle a télégraphié qu'elle serait là vendredi. Le détective a immédiatement prévenu l'hôpital Bellevue qu'un parent viendrait à New York récupérer Mme MacDonald. Il a alors été informé que la patiente était décédée le 1er avril et que ses parents avaient été prévenus. Quelqu'un à l'hôpital s'était trompé. Lorsque M. Preston, donc le beau-frère, est arrivé hier, il a trouvé sa belle-sœur vivante et a pris des dispositions pour la ramener au Canada. C'est Mme O'Donnell, donc la première cuisinière de profession, qui était décédée à l'hôpital. Son corps avait été envoyé à la morgue, mais la situation s'est encore compliquée lorsque Mme Ligon, vous savez, sa logeuse, donc qui avait été indiquée comme personne à prévenir en cas d'urgence, comme on vous le demande toujours aujourd'hui, s'est présentée à la morgue pour identifier le corps de son ancienne locataire. Elle refusa de procéder à l'identification, insistant sur le fait que la Mme O'Donnell, décédée à Bellevue, ne ressemblait pas à la Mme O'Donnell qu'elle connaissait. Mme Ligon a déclaré qu'elle avait appelé l'hôpital mercredi soir et qu'on lui avait dit que Mme O'Donnell allait mieux, qu'elle ne l'avait jamais fait depuis qu'elle avait été admise et qu'à 19h ce soir-là, on lui annonçait qu'elle était morte. Je leur ai demandé s'ils avaient appris quelque chose sur sa famille. Ils m'ont dit que la police avait localisé sa sœur au Canada. Moi, j'avais entendu dire par une fille qui avait travaillé avec elle qu'elle avait une sœur à Brooklyn et une nièce sur la 86e rue. Mais je ne connaissais ni leur nom ni leur adresse. J'ai attendu que sa sœur vienne me voir. Comme elle ne me venait pas, j'ai appelé la morgue. J'ai appris que le corps n'avait pas été réclamé. Je me suis alors rendu au quartier général de la police où on m'a montré 2 télégrammes. L'un destiné à une femme au Canada et une réponse de sa part. Le télégramme disait qu'une Mme MacDonald était décédée et qu'il fallait se rendre à l'hôpital Bellevue. Je me suis rendu à l'hôpital pour voir Mme MacDonald. Ce n'était pas Mme O'Donnell. Je n'ai pas identifié le corps à la morgue comme étant celui de Mme O'Donnell. Il ne lui ressemblait pas. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Selon la police, Mme MacDonald a finalement été identifiée comme étant Mme Catherine Bird de Montréal. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer pourquoi elle avait pris le nom de MacDonald. Quant à Mme Catherine O'Donnell, l'article ne précise pas. Ça fait partie là. Il y a tellement de confusion que finalement un peu de confusion dans l'article aussi. Vous êtes d'accord? C'est légitime. Voilà, c'était pour aujourd'hui, le samedi 3 avril, et à demain. Et si vous ne recevez pas ces PDF, mais faites un geste. Non mais quoi? Rejoignez-nous. Je parle vraiment sérieux. Et les vidéos, elles sont tellement vues plus largement là, que la liste de mes envois, mais vous en profiterez 20 fois mieux. Allez vite, juste là, tout de suite.